Bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous allons dans le business de proximité, aussi appelé NIRMI, avec Victor Lando, VP Product chez Uberal. La crise sanitaire l'aura révélé avec force, les Français favorisent de plus en plus les commerces de proximité dans l'évolution de leur mode de consommation. En même temps, leurs usages digitaux, smartphones en tête, explosent. Alors, comment l'expérience d'achat de proximité s'imbrique-t-elle dans l'utilisation des outils digitaux qui sont à notre disposition? C'est à cette question et à bien d'autres que nous allons tenter de répondre avec notre invité. Pour ceux qui ne connaissent pas, Uberal, U-B-E-R-A-2-L, c'est d'origine allemande, aide les entreprises à offrir une Near Me Brand Experience, bref, une expérience de marque de proximité aux clients locaux en les engageant à chaque étape de leur parcours d'achat. La plateforme permet de maîtriser tous les points de contact entre établissements physiques et consommateurs locaux. Avec Victor, nous allons revenir sur le marché et plus précisément sur ces fameux besoins de proximité des consommateurs. Nous poursuivrons en entrant en détail dans la proposition de valeur d'Uberal et nous conclurons par un exercice d'anticipation en demandant à notre invité d'imaginer le commerce de demain. Mais avant de commencer, Victor, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci pour l'invitation. Je m'appelle Victor, j'ai 31 ans, je viens d'une famille de commerçants, mes parents ont un commerce de proximité à Paris. J'ai fait une grande école d'ingénieur à Paris et en sortant de cette école, j'ai créé mon entreprise qui s'appelait Spotistic et qui déjà était focalisée sur ce problème du commerce de proximité et de la présence en ligne. Tu sors de ton école en quelle année? Juste pour remettre des points, des jalons dans ton parcours, on est en quelle année? En 2012. 2012, ok. Donc, je suis sorti de l'école en 2012 et donc c'est là que j'ai créé mon entreprise Spotistic qui a été accélérée par Startup Bootcamp à Berlin et qui s'occupait d'aider les grandes marques à gérer à surveiller leur présence en ligne sur tous les réseaux sociaux de proximité comme Foursquare, Facebook, Instagram, etc. Pourquoi tu es parti à Berlin? Pourquoi ça a été accéléré à Berlin? Tu as commencé directement en Allemagne ou l'entreprise, tu l'as d'abord créée en France? La structure de l'entreprise, on l'a créée en Allemagne, mais avant d'avoir la structure, on a commencé à travailler en France, à Paris, en fait, dans les locaux de l'école des mines. Et puis, on a cherché à ce moment-là à faire partie d'un incubateur ou accélérateur de start-up. Et on était ouvert à aller n'importe où, que ce soit à Paris, à Berlin, aux États-Unis. Et au final, c'est à Startup Bootcamp à Berlin que ça a fonctionné. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Berlin. Tu dis on parce qu'en fait, combien vous étiez dans le projet pour Au tout début, on était deux, moi et Maxence, aussi sorti d'école d'ingénieur, mais avec un profil plus développeur. Et donc voilà, Maxence et moi, on a bougé à Berlin et
Aujourd'hui, on travaille tous les deux chez Uberal. Pourquoi? Parce qu'en 2015, on a au moment où on devait se décider si on partait sur une autre levée de fonds Attends, ou vendre la boîte. avant d'arriver en 2015, je reviens sur entre 2012 et 2015, il y a 3 ans. Ouais, Pendant ces 3 années-là, on comprend que il y a de l'attraction qui est trouvée sur votre business. Tu peux nous décrire à ce moment-là la proposition de valeur de votre business de façon un peu précise. bah, à ce moment-là, très précisément, on avait un outil ou une chaîne de magasins ou un magasin indépendant un outil qu'une chaîne ou un magasin indépendant pouvait utiliser pour surveiller tout ce qui se disait sur leur magasin, sur tous les réseaux qui avaient une empreinte locale. Donc ça a commencé par Foursquare, mais aussi Instagram, les photos qui étaient géolocalisées au niveau local, les commentaires sur Facebook, les commentaires sur TripAdvisor, etc., etc. Donc c'était une partie monitoring et une partie plus proactive avec des posts basés sur Facebook, principalement en fait, puisque à l'époque c'était une des seules plateformes où on pouvait poster au niveau local. Donc Voilà. ça veut dire qu'il y avait deux sens. Le commerçant était au courant de ce qui se racontait sur lui, sur les plateformes de proximité, et en même temps, il pouvait interagir, répondre, avoir un droit de réponse en quelque sorte. Il pouvait répondre et en plus de ça, il pouvait aussi poster, c'est-à-dire poster par exemple des offres spéciales ou etc. Ok. On avait d'ailleurs aussi tout un volet un peu couponing qui permettait aux marques de poster un coupon pour être utilisé en magasin avec un système de vérification du coupon en magasin qui permettait aussi potentiellement de vérifier les conversions entre en ligne et hors ligne. Ok. Donc voilà. Donc là, on arrive en Et 2015, c'est la croisée des chemins. Il y a une question qui se pose à vous. Il y a différentes options, c'est ça? J'ai envie il y a soit vous scalez, soit vous faites avec une nouvelle levée, soit vous faites un partenariat avec un partenaire industriel, ce qui semblait avoir été votre choix. Enfin, comment tu décris la situation? bah, en fait, c'est intéressant aussi de replacer dans le contexte où on est en 2012, quand nous, on commence à faire ça. Il y a des marques qui sont très en avance qui comprennent que le local, c'est important. Et il y a des marques qui pensent que le local, ça va pas durer et que il faut tout centraliser sur la marque au niveau central. Donc Mhm. à l'époque, quand on faisait des pitchs avec des clients, il y a des marques qui nous disaient non mais si j'ai des fiches locales, moi ce que je préférais c'est les supprimer et faire tout au niveau marque. Donc ça c'est le contexte dont c'est passé en 2012. Aujourd'hui c'est complètement différent. Et donc du coup quand on arrive en 2015, je pense il y a une prise de conscience et il y a des marques qui sont de plus en plus intéressées par avoir cette présence en ligne locale et ensuite surveiller les avis. Mais du coup, il y a un besoin supplémentaire qui est un peu plus en amont de la proposition de valeur qu'on avait avec Statistique, qui est de d'abord créer toutes ces fiches en ligne, les mettre à jour, supprimer les doublons, etc. Donc vraiment prendre toutes les informations sur votre business et mettre en ligne sur toutes les plateformes, sur Foursquare, sur Facebook, sur Google Places à l'époque, parce que Google My Business n'existait pas encore. Et donc, ça, c'était la proposition de valeur que Uberal avait. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, à chaque fois, on retombe sur ce problème-là, que avant d'utiliser notre produit, les gens doivent utiliser un produit comme Uberal. Et donc, du coup, là, il y avait une vraie synergie et c'est pour ça qu'on a décidé de rejoindre Uberal et de pouvoir fournir notre produit
à une audience plus importante et qui étaient déjà prêts à utiliser notre produit puisqu'ils avaient déjà toutes leurs informations à jour sur toutes les plateformes, ils étaient sur plus de plateformes, etc. Donc, c'est Uberal, vraiment ça. on reviendra sur qui est Uberal et un peu des éléments historiques d'Uberal. Aujourd'hui, en fait, depuis 2015, ce qui fait déjà 6 ans, presque, je pense, tu es toujours chez Uberal, tu es en charge du produit, plus particulièrement. Ce que je te propose, c'est que on revienne plus en détail sur ton rôle aujourd'hui au sein de l'entreprise un peu après et que finalement, déjà merci pour cette présentation qui est très claire. On prenne un peu de hauteur et parce que finalement ça s'y prête bien, qu'on revienne sur le marché, qu'on essaye de comprendre un peu les enjeux à la fois du côté des commerçants, des petits commerces, et puis aussi qu'on les mette en parallèle avec les besoins des consommateurs. Je le disais en préambule, les consommateurs ont leurs besoins qui évoluent avec une accélération qui s'est renforcée en 2020 du fait de la crise sanitaire. Il y avait des tendances sous-jacentes qui étaient déjà là et ça s'est accéléré. Les consommateurs ont été parfois les premiers étonnés à voir que leurs besoins finalement étaient plus aussi affirmés que dans une direction que ça pouvait l'être avant la crise sanitaire. Et puis on a vu les commerçants qui ont dû de force, de gré ou de force, s'adapter aux enjeux nouveaux de la crise sanitaire avec les fermetures et puis aussi des consommateurs plus présents. On a vu aussi malheureusement pas mal de commerces fermés. Ce que je te propose, c'est que tu nous dises un petit peu, toi, Victor, toi, le VP Product d'Uberal, comment, en tant qu'expert, t'interprètes ces évolutions, quels sont les insights que tu peux nous communiquer, les datas importantes que tu pourrais avoir en tête pour donner des éléments de compréhension du marché de proximité. Oui, alors je pense qu'avant la crise sanitaire, il y a eu d'autres événements qui ont eu un impact énorme sur le commerce. C'est la naissance du e-commerce. Donc ça fait déjà un moment. Mais bon, moi qui a des parents qui ont un magasin, c'est des choses qu'ils ont vécues. C'est-à-dire que entre avant e-commerce et Internet et après, ça a eu un impact énorme sur les commerces. Ce qui a changé principalement, c'est les attentes que les consommateurs ont en termes de la facilité du parcours d'achat. Ce qui est exceptionnel avec le e-commerce et notamment avec Amazon parce que je pense que c'est quand même l'acteur qui pousse les limites du e-commerce. C'est la possibilité d'être sur son ordinateur, de trouver exactement le produit dont on a besoin, de le commander et de l'avoir chez soi quelques jours après. Et ça, ça crée une distance énorme, une différence énorme entre cette expérience client et une expérience où bon, je vais aller faire quelques magasins, voir ce qu'ils ont et peut-être trouver un produit qui me plaît et ensuite rentrer chez moi avec ce produit. Donc, c'est des expériences complètement différentes. Donc, il y a l'expérience de commerce de proximité, elle a peut-être plus de charme, il y a plus de contacts, plus de conversations, etc. Mais elle n'est pas forcément adaptée à tous les besoins. C'est-à-dire que quand je sais exactement ce dont j'ai besoin, j'ai pas besoin d'aller flâner dans les magasins pendant toute une après-midi pour acheter ce produit. Aujourd'hui, je peux juste aller en ligne et le trouver et l'acheter. Et je pense que le corona, ça a accentué encore cet effet puisque les magasins étaient fermés. Donc déjà, je ne sais même pas comment on aurait fait sans le e-commerce. Et puis, deuxièmement, il y a aussi cette idée que aller flâner dans les rues et dans les magasins, c'est devenu, pendant cette période, quasiment un risque. C'est devenu un risque pour la santé publique, pour la santé personnelle. Donc c'est-à-dire qu'on ne parle même plus
c'est pas seulement la facilité, mais c'est aussi une expérience client plus sécurisée en fait, que de minimiser le contact et le temps de passage en magasin et le nombre de magasins qu'on va visiter, etc. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui va rester dans le sens où beaucoup de gens qui peut-être n'avaient pas fait l'expérience du e-commerce avant auront fait l'expérience du e-commerce pendant la crise sanitaire et ils s'attendront, les attentes de tout le monde auront évolué, disons. Et, Ce qu'il faut dire, ce que tu veux dire, et dis-moi si je l'exprime correctement, c'est finalement les tendances de fond qui existaient ont été accélérées, ça tu l'as très bien expliqué. Aujourd'hui, on se trouve dans un contexte bientôt post-crise sanitaire, on va croiser les doigts, on enregistre l'interview le 20 avril 2021, on peut espérer que les choses se décantent rapidement. Le consommateur aura acquis finalement ou retenu de cette période de crise sanitaire qu'il faut préparer mieux l'expérience d'achat en point de vente, optimiser son temps et le nombre de contacts au sens magasin, tu l'exprimais très bien, flâner dans une rue, puis commerçante, et puis faire tous les magasins de vêtements pour hommes, si on est un homme, ou voilà, pour choisir un pantalon. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. On va imaginer, on va voir la rue, on va dire il y a 3 magasins, je vais regarder sur le site, préparer mon achat, et finalement me rendre dans celui qui m'intéresse. Est-ce que c'est comme ça un peu que tu vois les choses? ouais, je pense qu'il y a une préparation en amont et d'ailleurs, il y a des chiffres déjà, hein, apparemment 6 internautes sur 10 vérifient la disponibilité d'un produit dans le lieu d'achat à proximité avant de se rendre dans un magasin. Donc ça veut dire que les gens regardent de plus en plus avant de se rendre dans un magasin s'il y a le produit qu'ils recherchent. Alors, ça peut être une catégorie de produits, ça peut être... donc voilà, c'est pas forcément exactement la référence produit, mais est-ce que bon, si je veux acheter un pantalon noir, est-ce qu'ils ont des pantalons noirs quoi. Donc ça, c'est une information que les gens veulent avoir avant d'aller en magasin pour rendre leur parcours client plus efficace. Et parce qu'ils sont habitués avec le e-commerce que voilà, on le cherche par produit en ligne et on commande le produit et on le reçoit chez soi. Et aujourd'hui, les gens veulent au moins s'assurer que quand ils vont aller dans le magasin, ça va être une expérience positive où ils vont trouver le produit dont ils ont besoin. Tu penses aussi Donc, qu'ils voilà. favorisent, est-ce que tu crois qu'ils vont favoriser de plus en plus dans le choix qui s'offre à eux? Tu parlais d'Amazon tout à l'heure, effectivement, il y a une exécution dans le parcours d'achat jusqu'à la livraison qui est une référence. Est-ce que tu penses aussi que la crise sanitaire a un petit peu redéfini les priorités et que finalement le commerce de proximité va venir, va un petit peu ressusciter? On a souvent entendu dire d'abord que les supermarchés, les hypermarchés en banlieue, puis en périphérie, puis le e-commerce avait vidé les centres-villes de leurs petits commerces. Finalement, est-ce qu'il y a un retour en grâce du commerce de centre-ville? Je pense que oui, enfin, la comparaison que j'ai, c'est en ce moment, on a beaucoup de dîners sur Zoom, par exemple, ou d'apéros Zoom. Et je pense que ça va pas remplacer le dîner en ville avec les amis, en vrai. Donc je pense que, et ça permet, enfin, ça montre aux gens que, bon, bah, voilà, ça a des limites de tout faire en ligne et quand on pourra, il y aura beaucoup, beaucoup de dîners en ville dans les mois après le Covid. Et je pense que c'est pareil pour aller en magasin, pour aller en commerce de proximité. Les gens, pour être heureux, ils ont besoin de ce contact physique et de discussion, de découverte aussi, un peu plus de découverte. C'est-à-dire que je viens pour acheter un produit, mais en magasin, j'en ai découvert 2, 3 autres que j'achète aussi. Donc tout ça, je pense que oui, le charme du commerce de proximité est plus dans l'esprit des gens. Et je pense que quand
quand on a perdu quelque chose, on se rend compte à quel point on l'apprécie aussi, et donc les gens vont revenir en magasin. Moi, je le vois On ira plus loin, on ira plus loin dans le détail sur l'ouverture en fait de notre échange et de notre conversation sur quel sera le commerce de demain. Qu'est-ce que tu vas ajouter sur le marché, sur les consommateurs? Est-ce que avant qu'on parle du Béral plus en détail? Les données qu'on avait même avant le Covid, c'est qu'aujourd'hui, la recherche à proximité sur Google, ça représente plus de 50% des recherches sur Google. Plus de Donc ça, 50% pour la proximité. Ah, c'est énorme. ouais, c'est énorme, ça paraît énorme, mais en fait, quand on pense à nos propres usages, quand est-ce qu'on prend le téléphone et qu'on fait des recherches sur Google, la plupart du temps, c'est de la recherche à proximité. Le reste du temps, ça va être des recherches un peu sur, je sais pas, sur de l'actualité ou de la recherche liée au travail, etc. Mais le reste du temps, c'est vraiment de la recherche à proximité. Donc, si on regarde nos propres usages, c'est vraiment pas étonnant. Et ça, donc ça a été une explosion ces dernières années. Et donc, la recherche à proximité, c'est une tendance qui est extrêmement importante pour le commerce de proximité, puisque c'est un point de départ extrêmement important, extrêmement efficace pour les utilisateurs, puisque 80% des gens qui font une recherche à proximité se rendent dans un magasin qui vend des produits similaires dans les 24 heures. Donc, encore une fois, c'est une forte intention d'achat. Et donc, pour le commerce de proximité, se positionner sur cette recherche à proximité et sur toute l'expérience utilisateur qui va commencer avec cette recherche à proximité. Et donc, toute l'expérience utilisateur, c'est la recherche, la prise de décision, donc toute l'information qui va être disponible à partir de cette recherche sur les fiches Google My Business, sur Facebook, etc. La navigation, donc quand l'utilisateur va utiliser les informations pour se diriger vers le commerce de proximité. Et puis ensuite, l'expérience en magasin, est-ce que ce que j'ai lu en ligne, est-ce que ça correspond à ce que je vois en magasin? Est-ce que évidemment, le service en magasin compte toujours. Et puis après, qu'est-ce qui se passe après quand je laisse un commentaire? Est-ce qu'on me répond? Est-ce que je peux ensuite suivre la page du magasin ou de la chaîne ou du magasin de la chaîne et ensuite avoir des informations qui vont m'inciter à revenir, etc. et à créer un lien avec ce commerce? Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience de marque à proximité. Et donc c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans nos vies. Pas parce que, ça a toujours été important, mais c'est de plus en plus numérisé, disons, dans nos vies. Mais c'est ça, c'est ce que je disais en introduction. En fait, il y a ce mélange de proximité tel qu'on le connaît, et c'est très concret. On est dans un centre-ville, dans les rues, on voit les commerces, on connaît les commerces, on les connaît plus ou moins. Et puis c'est l'ensemble des outils digitaux qui sont mis à la disposition de nous, consommateurs, pour pouvoir trouver de l'information de façon générale. Et c'est vrai que le croisement des deux, c'est là où finalement se trouve aujourd'hui Ubéral, et la transition est parfaite sur justement la proposition de valeur d'Ubéral. Vous êtes au carrefour en fait, à la fois des besoins de proximité qui sont très concrets, hein, je le disais, c'est pas du virtuel, et puis tous les outils qui vont venir aider le consommateur dans son expérience d'achat de façon globale, et tout aussi vrai pour la proximité. Tu le rappelais, 50% des recherches Google portent sur des besoins de proximité. Donc, écoute, allons encore. Tu as commencé à nous donner des éléments d'information concernant le positionnement d'Ubéral. J'ai envie d'aller plus loin. Comment finalement tu te présentes à un retailer, à un magasin, à une chaîne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui apportes? Donc aujourd'hui, donc on se place sur ce parcours client à proximité dont on parlait avant. Et donc il y a trois volets qui sont importants et sur lesquels on se positionne. Le premier volet, c'est la présence. Donc être présent en ligne, c'est
disons, la base pour pouvoir être trouvé dans ces recherches à proximité. Le deuxième volet, c'est de pouvoir, à partir de cette présence, attirer les consommateurs vers son magasin, son commerce. Et le troisième volet, c'est, disons, la satisfaction client, donc la satisfaction client dans ce parcours de proximité et dans le magasin. Donc pour le premier volet, la présence, Uberall a développé une solution de présence en ligne qui permet en fait aux chaînes ou aux commerces de proximité de publier toutes ces informations sur son commerce, sur toutes les plateformes qui publient les informations sur des commerces locaux. Donc la plateforme la plus connue, c'est Google My Business. Attends, avant que tu les listes éventuellement, ça veut dire que pour le commerçant ou la chaîne de retailer, il y a une seule interface, c'est ça? On arrive sur l'interface, excuse-moi de revenir sur des aspects très concrets, mais finalement ça illustre bien ton offre. Il y a une interface sur laquelle tu vas pouvoir, toi en tant que retailer, remplir les fiches produits pour tes différents points de vente, avec la possibilité de customiser l'information pour chaque point de vente. On peut imaginer par exemple que les horaires d'ouverture puissent varier d'un point de vente à un autre. On peut imaginer que l'assortiment est différent. On peut imaginer plein de choses. Et donc l'ensemble de ces singularités, tu vas aller les customiser. Et après, une fois que ça c'est fait, tu pushes l'ensemble de ces informations qui ont été produites sur ton interface vers l'ensemble des canaux, on va dire, d'information de proximité. Exactement. Donc effectivement, tout part d'une espèce de base de données client de tous les points de vente où on va avoir les horaires d'ouverture, les numéros de téléphone, les adresses, la géolocalisation exacte de l'adresse qui permet au client de se retrouver exactement à l'endroit précis, les photos, les vidéos, les événements, parfois même les offres d'emploi, les produits, etc. Enfin, tout ce qui va pouvoir, toute l'information qui va pouvoir en fait aider un consommateur à prendre la décision de venir dans ce magasin. Et comme on en a discuté avant, cette information, elle est de plus en plus complète. C'est important pour le consommateur qu'elle soit de plus en plus complète parce que ses attentes ont évolué ces dernières années. C'est assez marrant de voir d'où on vient quand on regarde les ancêtres des pages jaunes, des choses comme ça. On peut retrouver des livres qui ont une centaine d'années où en fait il y avait juste le nom du business et ce qu'il faisait. Il n'y avait pas de numéro de téléphone, il n'y avait même pas d'adresse, rien. Donc il fallait, voilà, c'est dans ce village, il y a une mercerie qui s'appelle, je sais pas, Cyril et frères mercerie. Et donc voilà, on partait de ça et ça suffisait pour attirer le client. Et puis après, il fallait le numéro de téléphone, après il fallait l'adresse, après il fallait commencer à mettre plus d'informations. Et c'est ce développement qui est de plus en plus important aujourd'hui. Les gens, les recherches sont de plus en plus précises. C'est-à-dire que personne ne cherche restaurant à proximité. Maintenant, les gens cherchent restaurant à proximité avec options végétariennes et sans gluten, avec terrasse, cocktail, etc. Donc, les attentes sont de plus en plus importantes. Ou sinon, je veux manger un boboon. Donc, voilà, c'est ces usages qui ont évolué. Donc, c'est très important pour l'utilisateur pour l'utilisateur business de nous donner le plus d'informations possible parce que c'est ça qui va nous permettre de publier ces informations le plus possible et d'aider le consommateur à prendre une décision. Donc, tu as raison, ça part de cette base de données. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces informations et on les publie et on les met à jour sur le plus de plateformes possibles où cette information est pertinente. Et donc, ça passe par les plateformes comme Google My Business ou Foursquare,
ou Bing, mais aussi les systèmes plus de navigation comme Apple Maps ou les systèmes de navigation dans les voitures et tous les répertoires un peu plus historiques, disons, mais qui ont encore qui n'ont pas forcément énormément de visites, mais qui ont une importance pour Google, pour vérifier l'information, et puis quand même pour certains utilisateurs. Et là, je parle des plateformes comme leshoraires.fr en France ou voilà, Business Franchenburg en Allemagne. Donc chaque pays a un peu ses petites plateformes comme ça qui ont été D'ailleurs, tu parles de des pays. acteurs importants. Ouais, tu parles de pays, je me permets de te couper. Aujourd'hui, Uberal propose ses services dans quelle zone géographique dans le monde? Globalement, dans le monde entier. Ça veut dire qu'un retailer qui est Alors, lui-même global, il va pouvoir, via Uberal, gérer les points de vente qui se trouvent en France, en Allemagne, en Italie, au UK, mais également aux États-Unis ou au Japon. exactement, ou en Asie. Très important pour les grandes marques dans le luxe, par exemple, qui ont des présences importantes en Asie. Et donc, on travaille régulièrement pour améliorer notre liste de partenaires sur lesquels on peut publier. Et donc, suivant les usages qui évoluent en permanence et suivant les pays, voilà, la liste de nos partenaires évolue en permanence. Et Uberal pilote l'ensemble de ses activités euh, globales depuis l'Allemagne, où vous avez des présences locales dans certains pays. On a des présences locales. Donc aujourd'hui, on a des bureaux à Berlin, à Paris, à Amsterdam, à Londres, en Afrique du Sud et aux États-Unis sur la côte ouest et la côte est Ok. et au Canada. On va ouvrir juste une petite parenthèse. Tu peux nous pitcher rapidement Uberal? On a compris que toi, tu l'avais rejoint en 2015, que la proposition de valeur de la boîte que tu avais montée venait s'ajouter à celle historique d'Uberal. Tu peux juste nous pitcher rapidement un peu l'historique? L'historique d'Uberal? Ouais. Uberal a vraiment commencé avec En quelle année? l'Allemagne. Comment? En quelle année? Euh, En 2000 aussi, en 2012, Ok. 2011 ou 2012. Ok. Euh, euh, En fait, Uber a aussi commencé avec un autre nom, ça s'appelait Favorite, et c'était aussi déjà basé sur le commerce de proximité, et c'était aussi un produit un peu de couponing, euh, comme similaire à celui dont je parlais avant, donc un produit de couponing hors ligne, online to offline, donc du web en magasin, web to store. Et puis de là, c'est un moment, ils ont eu l'idée et puis ils ont observé le besoin de pouvoir créer ces listings en ligne sur toutes les plateformes, notamment en Europe. Il y avait déjà des acteurs aux États-Unis, mais en Europe, il y avait un réel besoin. Les plateformes sont différentes et donc du coup, les besoins sont différents. Et du coup, Uber s'est positionné sur l'Allemagne puisque c'est une boîte allemande. Et l'année où je suis arrivé en 2015, on a décidé de s'étendre à plus de pays et donc à développer des partenariats aussi en France, en Angleterre, pour vraiment être disponible dans plus de pays avec leur répertoire locaux. Et puis après, rapidement, on s'est aussi étendu aux États-Unis. Ok, mais t'as fait le raccord entre justement Uberal avant que tu n'arrives et puis au moment de ton arrivée. Merci pour ces éléments de précision. Je referme la parenthèse et je reviens sur ce que tu disais au sujet de la proposition de valeur, donc la création des fiches.
enfin du contenu, on va dire, des points de vente de proximité, leur diffusion sur les différentes plateformes accessibles. Et on a bien compris qu'il en existait une variété assez importante en fonction des pays, et qu'il y a quand même des dénominateurs communs, hein, comme Google ou Facebook, qui sont des plateformes utilisées à peu près partout. Et puis il y a le troisième volet finalement, qui est celui après l'expérience d'achat, ou comment tu le présentes? Ah oui, bon, là, donc ça c'était vraiment le premier volet. Donc il y a le second volet qui est vraiment qui est plus la conversion. Donc Ouais, comment je vais attirer le client à partir de ma présence en ligne vers mon magasin. Et là, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Et en fait, même pour le premier volet, il y a d'autres choses. Parce que pour la visibilité, donc mettre à jour toutes ces fiches en ligne, ça ne suffit pas forcément partout. Donc aujourd'hui, on a aussi un produit de publicité locale sur Google, Facebook, Instagram qui permet en fait d'augmenter cette présence en ligne, que ce soit pour des nouvelles activités ou pour des magasins qui vont être dans des lieux où il y a énormément de compétition, et donc du coup c'est pas forcément acquis d'être dans la première page des résultats. Donc il y a cet aspect-là. Donc premièrement la visibilité, deuxièmement la conversion. Donc sur la conversion, on se positionne avec la complétion des fiches, c'est très important. Donc aujourd'hui, les fiches qui sont plus complètes convertissent mieux. Encore une fois, les clients ont beaucoup de questions et ils ont beaucoup d'informations à récupérer avant de prendre leur décision. Et donc, du coup, le plus d'informations il y a, le mieux ça convertit. Et il y a d'autres choses qu'on a. Donc, on a un store locator qui peut être mis sur le site de la marque. Donc ça va jouer le rôle de conversion entre la marque et le site de la marque et le magasin. Donc ça, c'est quand tu sais que tu veux acheter quelque chose d'une marque spécifique, mais que voilà, tu peux savoir où est-ce que tu peux l'acheter aujourd'hui dans un magasin à proximité. Donc ça, c'est le second aspect. Dessus, on a aussi, aujourd'hui, on développe aussi un produit de messagerie basé sur les messageries Facebook et Google My Business, donc une sorte de messagerie au niveau local qui va permettre au client de poser encore plus de questions que ce qu'il va trouver sur la fiche, parce qu'encore une fois, le client va avoir un certain nombre d'autres questions qui ne vont pas être disponibles encore sur toutes ces plateformes. Et donc nous, on comble ce trou avec la messagerie, où là, on peut mettre vraiment toutes les informations qu'on veut pour que le client puisse avoir toutes les informations dont il a besoin avant de prendre sa décision. Et puis après, voilà, il y a l'expérience hors ligne. Et donc là, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première chose qui est vraiment importante pour moi et qu'on oublie souvent, c'est l'expérience de navigation. Il y a souvent les plateformes en ligne, on automatise ce qu'on appelle la normalisation des adresses, donc la transformation de l'adresse en un point géographique précis. Et parfois, ça peut donner lieu à des erreurs, et je pense que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, de devoir aller quelque part et on se retrouve en ville, de l'autre côté du bloc, et on ne trouve pas l'entrée, on ne sait pas où est ce magasin où on veut aller, etc. Et donc ça crée de la friction dans l'expérience client, et c'est mauvais. Et enfin, c'est vraiment l'expérience client dans le magasin qui va se convertir souvent en commentaires clients. Et ces commentaires clients, ça va donner lieu à deux choses. La réponse. C'est important de répondre à ces commentaires clients pour plusieurs raisons. Parce que c'est comme du support client, répondre aux commentaires clients, mais aussi parce que les gens qui vont prendre la décision, donc là on repart dans la conversion, vont lire les commentaires clients et les réponses aux commentaires clients. Donc du coup, ça répondre aux commentaires clients, ça permet de donner la version du business et de renseigner encore plus les gens sur ce qui s'est passé, et sur pourquoi peut-être ce commentaire une étoile est en fait pas si mauvais que ça pour le business, mais dans cette situation-là du client, effectivement, c'était une mauvaise expérience client. Donc ça permet aussi de qualifier un peu plus.
et avoir des meilleures expériences. Et puis, la dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les commentaires clients, avec une bonne analyse, ça permet aussi simplement d'améliorer le business et le service client et donc de donner du retour en magasin et expliquer que comment améliorer les process pour que la nourriture n'arrive pas froide, pour que les gens n'attendent pas autant, pour qu'il n'y ait pas autant de queues, etc. Parce que ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour un commerce de proximité ou une chaîne. Et donc, du coup, lire ces commentaires clients, les analyser, et on fournit des outils d'analyse assez poussés. J'ai une question pour toi sur les commentaires clients, justement. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, mais en France, tu le sais bien, on a tendance à beaucoup râler et plus facilement à dire quand ça va pas que quand ça va bien, de façon générale. On entend rarement un client dans un magasin dire à quel point il est satisfait de l'expérience d'achat qu'il vient de vivre dans le magasin. Il repart comme si de rien n'était, il râle pas. En revanche, un client mécontent, lui, va vraiment l'exprimer. C'est à peu près pareil sur les commentaires. Comment on fait finalement pour avoir une forme d'équilibre et de justesse dans les commentaires et qu'on n'ait pas uniquement ceux qui sont entre guillemets négatifs ou voilà. D'ailleurs, avant de répondre, tu confirmes ce feeling ou c'est faux? Je suis pas certain parce que bon, on a quand même des clients en France qui ont des bons ratings, donc ça Ouais, veut dire qu'il y a quand même des gens qui mettent des commentaires 5 étoiles ou 4 étoiles. Bon, peut-être que, peut-être que les clients vont avoir moins tendance à mettre un pavé sur un commentaire 5 étoiles pour expliquer vraiment ouais. sur 100 lignes pourquoi l'expérience était absolument incroyable. En général, les gens vont mettre un pavé sur des mauvais commentaires, mais c'est le jeu. Donc comment on peut influencer ça? Non, mais je ne sais pas influencer, mais enfin, comment on fait finalement pour obtenir ces commentaires? Puisque déjà, c'est ça ce par quoi il faut commencer. Comment le retailer, la marque, le point de vente motive ses consommateurs à venir finalement rendre compte de l'expérience d'achat qu'ils ont eue de proximité? C'est juste peut-être le rappeler en magasin et dire voilà, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ça nous aide et ça aide les autres consommateurs à prendre leurs décisions. Et c'est à peu près tout. Après, il est aussi possible d'envoyer les liens donc, si vous avez un système de mailing ou des choses comme ça, il est possible d'envoyer les liens directs vers les fiches Google My Business pour inciter les gens à mettre des commentaires. Après, ce qui est formellement interdit, c'est évidemment de chercher à biaiser ces commentaires je sais pas, en offrant des réductions pour les gens qui laissent des bons commentaires ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est des choses qui sont interdites et que, bon, voilà, je pense que le mieux, Puis c'est court-termiste comme démarche. Il faut vraiment l'inscrire dans le temps. Merci bien, Victor, quand même, pour ces explications. Je pense que la proposition de valeur d'Uberal est très claire. On en parlait en introduction. La petite question qui finalement est une question d'ouverture. On a compris le marché ensemble, on a abordé les évolutions dans les besoins et les attentes des consommateurs et puis comment finalement Uberal venait apporter une réponse à des besoins de proximité dans le monde réel et dans les usages digitaux qu'ont les consommateurs. Le commerce de demain, Victor, c'est quoi? C'est comment on peut anticiper et finalement se projeter? Je pense qu'il y a une énorme opportunité aujourd'hui pour le commerce local et pour vraiment faire partie du commerce de demain. On parle beaucoup du e-commerce tel qu'il est aujourd'hui, mais il y a pas, il y a voilà, il y a quelques nuances à ajouter. On sait bien qu'en e-commerce, il y a beaucoup de retours clients. Et en fait, cette expérience qu'on nous vend, c'est-à-dire je commande, je reçois mon colis 3 jours après en regardant Netflix sur mon canapé et je vais garder le produit. C'est un peu le rêve, mais au final, souvent, on reçoit, on essaye, ça ne va pas, il
faut retrouver un carton pour emballer, il faut imprimer le coupon d'envoi, il faut aller ensuite à la poste, le renvoyer, etc. Donc tout ça, c'est l'expérience qui est très bien sur le papier, peut être un peu frustrante. Et le commerce de proximité a ce potentiel qui est énorme, qu'il est à 5-10 minutes des gens, de là où ils habitent. Et donc, du coup, il peut vraiment, voilà, le commerce de proximité peut vraiment potentiellement faciliter cette expérience où je vais chercher en ligne un produit dont j'ai besoin. Je vais trouver qu'il est disponible à 5-10 minutes de chez moi, à pied ou en voiture si je ne suis pas en ville. Et je vais aller dans ce magasin, le regarder, vérifier que ça me va, l'essayer si c'est nécessaire, le prendre et rentrer chez moi. Et je ne vais pas avoir besoin de le renvoyer, etc., parce que j'ai pu l'essayer, le toucher, poser 2-3 questions, etc. Donc ça, c'est l'expérience, pour moi, c'est l'expérience client de demain qui est extrêmement attirante et sur lequel seul le commerce de proximité peut se positionner parce qu'il est présent en ville, près des gens, et donc il n'y a pas besoin de mettre en place voilà, des systèmes ultra complexes pour pouvoir envoyer en une demi-journée au lieu d'une journée, etc., sans compter l'impact de ces choses sur l'environnement. Donc, voilà, je pense que le commerce proximité a vraiment cette opportunité de fournir l'expérience client d'achat la plus facile et la plus satisfaisante à la fois. Parce que si elle combine avec le en ligne pour que le client ait toutes les informations dont il a besoin avant de prendre sa décision, ce sera plus facile. Et plus satisfaisante parce que, encore une fois, le client peut voir le produit en magasin, l'essayer à 2 pas de chez lui et de chez elle, et donc être plus satisfait. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une redécouverte de ce qui a toujours existé et finalement un rééquilibrage pardon, qui s'opère chez le consommateur entre l'utilisation finalement de services e-commerce exclusifs et puis l'expérience du commerce de proximité. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup de fois et je pense qu'en tant que consommateur, on le vit aussi. On aurait pu rajouter aussi ce besoin de consommer plus local au sens sourcing des matières premières, enfin des produits qu'on achète de façon beaucoup plus locale. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se retrouvent dans ce que tu dis, Victor. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un point sur lequel on serait passé un peu vite pendant notre échange? Je pense qu'en lien à ça, il y a vraiment une mutation qui doit opérer chez les commerces, chez les chaînes, et qui est en cours chez Uberal. C'est la présence du produit au centre de cette expérience client. Et au dépend de ce qu'on avait aujourd'hui, c'était un peu la recherche de catégories, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les gens vont chercher magasins électroniques à proximité, magasins hi-fi à proximité, mais demain, ils vont chercher iPhone 11 à proximité ou voilà, au chargeur d'iPhone à proximité. Et donc, pour ça, pour opérer ce changement, des acteurs comme nous, on se positionne sur le produit et sur l'inventaire produit de plus en plus. Et donc ça fait aussi partie des axes de développement, c'est-à-dire qu'on sait que la recherche, elle va plus démarrer d'une catégorie, mais elle va démarrer d'un produit. Donc du coup, avoir les produits de nos clients et pouvoir les mettre sur notre plateforme et les publier sur Google et Facebook, etc., et sur toutes les plateformes qui le feront au futur, ce sera de plus en plus important. Et je pense que l'écosystème va évoluer dans cette direction-là. Tous les acteurs, même que ce soit Apple Maps, etc., je pense qu'ils vont devoir évoluer dans cette direction-là, puisque c'est ce que le consommateur veut. Et du coup, pour les clients, pour nos clients et donc pour les chaînes, il va être nécessaire de centraliser leur information sur les inventaires dans une base de données et pouvoir ensuite publier cette information. Et aujourd'hui, quand on parle
à des chaînes, quand on parle à nos clients, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne savent pas trop ce qui se passe en magasin, qu'est-ce qui se Et passe là, au en niveau fait, des tu es en train inventaires. d'aborder les notions, tu abordes les notions de stock unifié dans l'ensemble de ce qu'on appelle le commerce unifié, cette dimension du stock unifié, la connaissance des inventaires en centrale et dans chacun des points de vente. Et effectivement, ce que tu dis fait écho à un sentiment que j'ai profond, c'est le rôle de plus en plus actif des points de vente dans l'ensemble de ce dispositif de commerce. On parle de e-commerce et de retail, mais bientôt on pourra simplifier finalement le wording en n'utilisant plus que commerce, puisque tout s'imbrique. Effectivement, merci d'avoir, Victor, rappelé aussi efficacement possible tout l'échange qu'on a eu et puis la proposition de valeur du Béral. Merci beaucoup d'être venu discuter finalement des perspectives, des enjeux, des évolutions du retail en France, et puis pas qu'en France, puisque Béral est aussi allemand. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers, vous êtes de plus en plus nombreux. Victor, le mot de la fin, c'est si on veut rentrer en contact avec Ubéral, évidemment, on peut le faire directement en me contactant sur lesdigitaldoers.com. Je relayerai l'information auprès d'Ubéral. J'imagine qu'il y a aussi le site internet d'Ubéral. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient en savoir plus sur votre offre? Donc, il y a le site internet uberal.com. Et de là, vous allez pouvoir déjà aujourd'hui obtenir un rapport complet sur votre présence en ligne, ce qu'on appelle le NearMe 360, donc basé sur un Google Connect ou des informations que vous allez nous fournir. On peut vous donner un rapport complet sur comment vous vous positionnez sur votre présence en ligne, comment vous attirez vos clients et comment vous rendez vos clients satisfaits par rapport à vos concurrents. Et ça, c'est un peu le départ d'une conversation avec Uberal sur comment vous pouvez avancer sur ce sujet. Donc là, vous allez avoir la possibilité aussi de nous contacter ou de quelqu'un de rentrer en contact avec vous. Bon, génial. Je recommande de commencer par essayer de récupérer ce rapport, parce que c'est très intéressant de voir ça pour votre business. Bon, Victor, merci beaucoup. On peut aussi, j'imagine, te suivre sur LinkedIn. Alors, même si tu es français basé en Allemagne, parce qu'en Allemagne, LinkedIn n'est pas hyper développé par rapport au reste des pays européens, mais tu es présent sur LinkedIn, donc on peut aussi te retrouver sur LinkedIn. Merci mille fois, Victor, pour cet échange et la qualité de notre conversation. Merci à vous tous qui nous écoutez. À très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir. Merci Cyril. Au revoir.